Bienvenue dans ces travaux dirigés qui s'intéresseront ici au calcul notamment dans les cristaux. Donc je vous conseille d'aller voir bien sûr le cours sur la partie 2, le chapitre 2 qui s'intéresse à l'architecture atomique dans lequel on décrit notamment la partie cristalline. Donc on va commencer ici par le premier exercice. Je vous rappelle, je vous présente d'abord le texte. Ensuite, je vous demande d'appuyer sur pause au niveau de votre vidéo pour essayer au moins de faire tout seul cet exercice. Et s'en suivront bien sûr les corrections. Alors, regardons un petit peu ce qu'on vous propose ici. On vous demande de calculer les dimensions de la maille élémentaire du titane bêta, qui est cubique centré, donc on l'écrira CC, et on vous dit que le rayon de ce titane vaut 0,1425 nanomètres ou 142,5 picomètres. Allez, essayez de le résoudre tout seul, appuyez sur pause, et on se retrouve juste après. Alors, petit rappel, un cube centré, c'est quoi? Bon, on le voit ici dans le réseau cristallin cubique centré, c'est une répétition de cubes, donc on a ici des motifs élémentaires qui se répètent dans l'espace, qui forment bien un cube, et au centre de ce cube, bien sûr, vient se positionner un motif complémentaire. Donc on a bien un cube centré. Or, quand on veut regarder la maille élémentaire d'un système cubique centré, on est obligé d'extraire sur l'ensemble de ce réseau une seule partie, donc un parallélépipède. Ici, donc bien sûr, c'est un cube. Et quand on va extraire ce cube, attention, on le voit ici, on va venir couper les motifs, donc les sphères, sur une certaine quantité. Cette quantité, on l'avait vu en cours, ça correspond à un huitième de notre sphère, donc de notre motif, puisque le motif, bien sûr, ce sont des sphères. Donc, dans le cadre d'une maille élémentaire cubique centrée, on a bien un huitième de motif sur les 8 sommets, et on a un motif entier à cœur. Et un huitième fois 8 plus 1 fait que l'on a deux motifs au sein de ce cubique centré. Donc ça, c'est juste du rappel de cours qu'on a déjà vu. Pour ceux qui auraient un peu oublié, bien sûr, allez voir le cours à ce niveau-là. Donc, si je veux mesurer ici le paramètre de la maille, puisqu'on vous demande de calculer les dimensions de la maille élémentaire, alors dans un parallépipède quelconque, j'aurai trois côtés, trois angles. Bon, là, c'est facile, on est dans un cube. Donc, dans un cube, j'ai trois côtés identiques, donc je n'ai qu'un côté à connaître, et les trois angles sont parfaitement identiques, égaux à 90, donc j'ai aucune mesure à faire. Donc, en gros, quand on vous demande de calculer les dimensions de la maille élémentaire, alors qu'on est dans un cube centré, bah là, il n'y en a pas 36 000 des dimensions, il n'y en a qu'une, c'est le paramètre, bien sûr, ici, qui est le côté du cube. Donc on va appeler ce paramètre A, on va prendre que le côté du cube vaut A, et pour calculer ce côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le mettre en relation avec le rayon du motif que l'on a mis à l'intérieur de ce cube centré. Pour ça, comme on l'a dit en cours, il faut regarder là où les motifs se touchent. Donc on voit que sur la diagonale intérieure du cube ici, j'ai bien le rayon des sphères qui se touchent. Donc ici, à ce niveau-là, je touche la sphère intérieure, et la sphère intérieure qui est ici vient toucher l'autre sphère qui est à l'opposé ici sur la diagonale intérieure. Donc comme on l'a vu en cours, on va regarder combien de rayons on est capable de mettre sur la diagonale interne. Cette diagonale interne, il faut au moins la relier au paramètre A ici donc du côté, donc on va se placer dans ce triangle rectangle qui est ici. On a bien ce côté qui vaut A. Ici on est le long de la diagonale de la face, donc c'est A racine de 2. Et la diagonale interne, bien sûr, vaudra dans le triangle rectangle ici A racine de 3. On vient de dire qu'on peut donc regarder ici le nombre de fois que j'ai les rayons sur cette diagonale interne. Il suffit de regarder, bien sûr. On va avoir un premier rayon ici, suivi d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième. Donc je peux établir la loi que l'on a obtenue en cours, à savoir que sur cette diagonale interne, donc A racine de 3, j'ai 4 fois le rayon. Je peux donc écrire que A vaut bien 4R sur racine de 3. Passons maintenant bien sûr à l'application numérique. On sait que R vaut 0,1425 nanomètres. Il suffit donc directement d'utiliser cette formule. Alors vous auriez pu l'utiliser directement, si vous la connaissiez par cœur au niveau du cours ou si vous aviez le cours avec vous, vous auriez parfaitement le droit bien sûr d'utiliser cette formule. Une fois que vous la connaissez, c'est plus la peine de refaire la démonstration, mais j'en ai profité ici pour que tout le monde puisse reprendre la démonstration, pour qu'on puisse la retravailler une fois de plus, histoire de répéter ce qu'on a fait en cours, que ça rentre un petit peu plus fortement. Donc passons à l'application numérique, on remplace bien sûr le rayon, et vous allez trouver que le paramètre de ce cube centré dans le cadre d'un titane bêta vaut 0,329 nanomètres ou 329 picomètres. Dans ce second exercice, on vous demande de montrer que le calcul de la compacité du fer, qui est cubique centré, donc comme le titane bêta préalablement, est indépendant du rayon du fer. Et en fonction de ce que vous allez obtenir, on vous demande de faire une conclusion. À vous.
Réutilisons la maille cubique centrée précédente et rappelons ici la définition de la compacité qui représente un taux volumique d'occupation. Donc c'est quoi un taux volumique d'occupation? C'est la quantité de matière en volume qui remplit le volume du cristal considéré. Donc de façon plus précise, ça va être quoi? Si je suis dans le cadre d'un matériau qui contient des motifs parfaitement identiques, je vais regarder le nombre de motifs fois le volume du motif que je suis en train de regarder. Donc là j'ai bien un volume d'occupation divisé par le volume total de la maille. On rappelle que le nombre de motifs ici dans le cubique centré vaut 2, donc ici n motifs vaut bien 2. Et on rappelle, ce qu'on a calculé juste préalablement, que le paramètre de la maille dans un cubique centré vaut bien 4R sur racine de 3. À partir de ce moment-là, je vais juste rajouter ce qui me manque ici, le volume du motif. Or, c'est assez simple ici, on est dans le cadre d'une sphère. Or, une sphère, bien sûr, c'est 4 tiers de pi R3. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est que vaut le volume de la maille? C'est A au cube. Or, A au cube vaut 4R sur racine de 3, le tout au cube. Donc on va l'écrire. Je suis donc capable de dire que j'ai 2 fois 4 tiers de pi R cube divisé par A au cube. Et je vais appliquer ce que je viens de dire ici. Le A au cube vaut 4R sur racine de 3, le tout au cube. On voit immédiatement que si on élève le cube qui est ici, je vais pouvoir éliminer d'office le R cube qui est ici, donc entre la partie numérateur et dénominateur de cette fraction. On peut donc directement répondre ici que le calcul de la compacité du fer, ici, cubique centré, est bien indépendant du rayon, puisque le rayon ici va disparaître. Donc on va continuer le calcul, donc on a des choses qui peuvent se simplifier, le 3 qui est ici, le 4 qui est ici va pouvoir se simplifier, donc vous allez continuer vos simplifications et vous allez vous rendre compte que le calcul nous mène à pi racine de 3 sur 8. Ça bien sûr c'est une constante indépendante du rayon, et cette constante nous dit que nous sommes à 0,68. Conclusion, cette compacité vaut 0,68, autrement dit, la compacité dans un cubique centré vaut 68%. Il y a donc 68% de matière pleine au sein d'un cube centré, donc naturellement 32% de matière vide. Conclusion, quand je suis dans le cadre de matériaux cubiques centrés avec un motif unique au sein de ce cube centré, pour tous les cubiques centrés, donc ça serait vrai pour le titane bêta que l'on a vu préalablement dans la question 1, la compacité vaudra 68%. Le taux volumique de remplissage au sein de cette structure vaudra bien 68%. Alors je profite de ce dernier calcul pour faire une petite remarque. Que se passerait-il, si j'étais dans le cas de 2 motifs différents au sein de ce cube centré? Donc là, je mettrai 2 motifs différents. Alors, j'utilise le fait justement que j'ai des couleurs différentes dans le petit schéma que j'ai utilisé ici, et je dirais dans ce cas-là qu'au sommet du cube, j'y mettrai un motif, donc 1/8 fois 8, j'aurai bien un seul motif réparti au sommet, et au centre de ce cube centré, j'y mettrai un autre motif, donc ici de couleur verte, qui serait différent de celui que j'ai positionné au sommet. Alors qu'est-ce que ça changerait? La première chose que ça changerait, ça serait déjà le calcul de A. Le calcul de A serait différent. Pourquoi? Car on voit que dans ce cas-là, sur la diagonale, si les motifs étaient différents, j'aurais un premier rayon de motif ici que j'appellerai 1, donc R1. Si ça, j'appelle ça un motif 2, j'ai 2 fois le rayon du motif 2, et j'ai une fois le rayon du motif 1. Donc je vais avoir 2R1 plus 2R2 au niveau de la diagonale interne. Ça voudra donc dire que d'office, quand je serai sur la diagonale interne, je ne ferai pas 4R que divise racine de 3, mais bien 2R1 plus 2R2 que divise racine de 3. Donc vous voyez que là, on a changé l'écriture déjà du paramètre de maille. Ensuite, qu'est-ce que ça changerait au niveau de la compacité? Le paramètre de maille joue sur le volume de façon immédiate, donc j'ai bien R1 et R2 qui va jouer sur le volume de la maille, mais également le volume du motif. Le volume du motif va m'indiquer quoi? Ici, j'ai un volume de motif beige, volume de motif 1, et un volume du motif vert. J'aurai donc en termes de motif 1 fois le volume 1, plus 1 fois le volume 2, et c'est ça que vous allez diviser par le volume total de la maille, qui sera donc le A au cube, qui est calculé préalablement, donc juste sur la ligne au-dessus, donc la ligne qui est ici. Donc vous voyez ici que si je réexprime maintenant V1 et V2
en fonction du volume qui est ici, je vais avoir 4 tiers de pi R1 au cube, plus 4 tiers de pi R2 au cube. Et là, bien sûr, la compacité ne vaudra plus 68%, elle dépendra tout simplement du rayon 1 et du rayon 2. On ne sera donc plus indépendant du rayon, puisqu'on a plusieurs rayons, donc plusieurs motifs. Donc faites attention, ce 68% n'est vrai que si et seulement si vous avez un seul type de motif au sein du cristal que vous êtes en train de regarder, donc ici un cristal de type cubique centré. Que nous dit l'exercice 3? Alors, le paramètre de la maille élémentaire, cubique à face centrée ici du calcium noté Ca, à température ambiante vaut 0,5569 nanomètres, entendez donc ici 556,9 picomètres. On vous demande de calculer le rayon atomique et la distance interatomique entre deux atomes les plus proches, donc attention on précise ici entre leurs centres. Deuxième chose qu'on vous demande de calculer, c'est la compacité de cette maille élémentaire du calcium qui est cubique à face centrée. Appuyez sur le bouton pause de votre vidéo et à vous d'essayer d'y répondre. Reprenons la même approche que l'exercice 1, donc on va considérer la maille cubique à face centrée, donc attention, cette fois-ci on a bien comme préalablement aux 8 sommets un huitième de sphère, mais on a cette fois-ci au centre des faces un motif qui se met en place, et attention, vous vous rappelez, on regarde que ce qui existe à cœur de ce cube, et on a donc une demi-sphère qui est positionnée au niveau de ces faces. Donc faites attention, ça on l'a vu en cours, je fais juste un petit rappel ici, on a bien un huitième au sommet au niveau des sphères, donc 8 fois un huitième, 1, et on a une demi-sphère au niveau des faces, et comme on a 6 faces bien sûr dans un cube, ça nous fait 3 sphères au total au niveau des milieux des faces. 1 plus 3, ça nous fait donc 4 motifs. Donc rappelez-vous, dans un cubique centré, on a 2 motifs. Dans un cubique à face centrée, on passe au double, à savoir 4 motifs. Donc faites attention par rapport à ça. Donc comme préalablement, on va recalculer le paramètre de maille, comme pour le cubique centré, mais ici, les atomes, ou les motifs, vont se toucher le long de la diagonale de la face, et non plus au niveau de la diagonale interne, comme dans le cubique centré tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que le long de cette diagonale, je vais bien retrouver 4R, comme préalablement, mais faites attention, ici je suis sur la diagonale de la face, et la valeur de la diagonale de la face, bien sûr, vaut A racine de 2. Donc je vais pouvoir écrire que A racine de 2 vaut 4R, donc naturellement, A vaudra 4R sur racine de 2. Faites attention, ne vous trompez pas, entre le cubique centré et le cubique à face centré, ça très souvent, c'est des échecs au niveau des examens, vous confondez le racine de 2 et le racine de 3 entre les deux cubiques. Le cubique centré, c'est racine de 3, le cubique à face centré, c'est racine de 2. Ne confondez pas les deux, s'il vous plaît. Donc on rappelle qu'on a bien 4 motifs dans ce cube à face centrée, et le volume d'un motif vaut comme préalablement, puisqu'on est sur une sphère, 4 tiers de pi r cube. Donc, attention, dans le cube centré, j'aurai 4r sur racine de 3, nombre de motifs 2, volume du motif, 4 tiers de pi r cube, ça ne changerait pas. Donc faites attention à ça, c'est pas la même chose quand je suis dans un cube centré. Vous trompez surtout pas. Donc, continuons. Maintenant, on nous demande de calculer le rayon atomique et la distance interatomique entre deux atomes de calcium, donc deux atomes les plus proches. Donc là, on a la relation qui est établie entre A et R, et on vous demande ici de calculer dans un premier temps le rayon atomique. Il suffit bien sûr d'inverser l'équation qui est ici pour obtenir R, et on a donc que R va être égal à A racine de 2 sur 4, et on peut donc obtenir maintenant l'application numérique, puisqu'on sait que le paramètre de la maille élémentaire, cubique à face centrée qui est ici, vaut 0,5569 nanomètres. Donc on a juste à faire l'application et naturellement vous trouvez directement ici votre rayon qui est de l'ordre donc de 0,1969 nanomètres, donc 196,9 picomètres. Alors pour le calcul de la distance interatomique, on vous dit que c'est la distance entre deux atomes les plus proches, entre leurs centres. Donc ici je vais avoir deux atomes ou motifs qui se touchent, et donc la distance qui va être entre ces deux atomes, tangent bien sûr, va être la distance entre le centre de cet atome et le centre de cet atome qui est ici. Donc je vais dire que la distance interatomique quand j'ai des motifs ou des atomes identiques vaudra bien,
puisqu'ici je regarde toujours les atomes qui se touchent, 2 fois le rayon de ce motif. Donc l'application numérique est simple, hein. Ici on fait 2 fois la valeur qui est ici, et vous allez obtenir directement 393,8 picomètres. Alors vous voyez, hein, de temps en temps je suis en nano, de temps en temps je suis en pico, ça c'est juste pour vous donner l'habitude, hein, à utiliser ces deux grandeurs. On pourrait l'exprimer aussi en angstrom, mais bon, je reste sur le nano et le pico pour que vous puissiez au moins utiliser sans souci ces deux grandeurs ou ces deux unités. Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, attention, si on avait des motifs différents, les rayons qui sont ici risquent d'être différents. Donc là, par exemple, la distance interatomique, si j'avais un motif 1 ici et un motif 2 ici, la distance R ne serait plus 2R, mais bien sûr R1 plus R2. Donc ne confondez pas, attention, hein, une maille avec des motifs uniques et une maille avec des motifs qui seraient différenciés. On va maintenant pouvoir passer à la seconde question, donc on va calculer la compacité. Donc juste petit rappel, hein, je vous redonne ici le lien entre le paramètre A et le rayon dans un cube à face centrée et le fait qu'on a 4 motifs au sein d'un cube à face centrée. Et vous vous rappelez, on avait dit que la compacité dans une maille à motif unique, c'était n fois, donc n le nombre de motifs, fois le volume du motif sur le volume de la maille. Donc je le renote ici. Ici n, je sais que ça vaut 4, hein, j'ai 4 motifs. Et je sais que le volume du motif vaut bien 4 tiers de pi r cube, et le volume de la maille, je le reprends ici, ça va être 4r sur racine de 2, le tout au cube. Donc on refait exactement comme tout à l'heure, on va la réécrire, et je vois naturellement que, comme préalablement, car je suis un motif unique, je reste bien indépendant du rayon, puisque l'élévation au cube ici du r va faire que le r va disparaître. Donc, on voit qu'il y a des 4 qui vont pouvoir disparaître. Ici j'ai un 4 carré, ici j'ai un 4 au cube, ici j'ai un 3 qui lui va rester, ici j'ai un 2 racine de 2, donc le résultat au final va vous donner pi racine de 2 sur 6, et quand vous faites pi racine de 2 sur 6, vous allez trouver 0,74. La compacité dans le cubique à face centrée passe donc à 74%, alors qu'on était à 68% tout à l'heure dans le cubique centré. Je vous rappelle que dans le cubique simple, on est à 52%. Donc on a bien une augmentation de la compacité quand on va centrer et quand on va avoir les faces centrées au niveau du réseau cubique. Alors passons à l'exercice 4. On vous dit ici, quand on le chauffe, le fer pur passe de la structure cubique centrée, donc on dira que le fer en cubique centré s'appelle fer de type alpha, donc notez alpha ici en grec, à la structure de type cubique à face centrée, donc quand on passe les 912 degrés, et dans ce cas-là, ce fer va s'appeler fer de type gamma. La question qu'on vous pose ici, c'est lors de ce changement, c'est-à-dire quand il se bascule de fer alpha à fer gamma, donc de cubique centré à cubique face centré, est-ce que le fer va se dilater, donc en gros est-ce qu'il va gonfler, ou est-ce qu'il va se contracter? Et on vous rajoute qu'à 912 degrés, les rayons atomiques du fer sont respectivement de 0,1258 nanomètres pour le fer de type alpha, donc dans sa structure cubique centrée, et de 0,1291 nanomètres pour le fer de type CFC, donc le fer gamma. Alors, je vous laisse le relire à tête reposée, appuyez sur le bouton pause de la vidéo, essayez de le faire et on se retrouve juste après. Alors, on va rappeler ici les différents éléments qu'on a eu grâce aux exercices précédents. Dans le cubique centré, donc ici le fer alpha, hein, on a les différents paramètres, A en fonction de R, on sait que le nombre de motifs vaut 2 et que la compacité vaut 68%. Plaçons-nous maintenant dans le cube à face centrée, donc typiquement le fer gamma. On va rappeler aussi les paramètres. Bien sûr, attention ici aux différences entre les racines, mais ce qui va être très important ici, ça va être le fait qu'on passe de 2 motifs à 4 motifs et que la compacité passe de 68% à 74%. Alors, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est se dire, voilà, je vois que ma compacité augmente, donc si ma compacité augmente, peut-être que mon matériau va se contracter. Alors, c'est vrai que c'est étonnant de dire que quand on chauffe un matériau, il se contracte. Très souvent, on a appris que la matière que l'on chauffe se dilate. Attention, on n'aura dilatation dans un grand nombre de cas que si et seulement si la structure reste identique. En gros, si vous prenez le fer alpha qui est ici, que vous le chauffez, il va se dilater. Si par contre la structure change, peut-être que localement cette structure risque de se contracter dans des cas particuliers. Là, ce qu'on vous demande de prouver, c'est est-ce que quand je vais passer de cette structure à celle-ci, je vais continuer à me dilater, ou est-ce que localement, au moment où je vais passer à 912 degrés, je vais me contracter. Donc certains pourraient se dire, le fait que je sois plus compact ici, 74%, alors que je suis à 68%, je vais peut-être ici me contracter à cause de cette compacité.
Le problème, si on ne suit que ce raisonnement, qui peut être intuitivement peut-être correct, c'est qu'on a un gonflement global du système. Donc ici on vous dit que les rayons augmentent, donc c'est juste pour vous dire que l'agitation du système étant en train d'augmenter, les atomes occupent plus de place, donc les rayons vont globalement augmenter, et donc les paramètres de maille vont également augmenter. Donc est-ce que cette compacité est capable de contrecarrer cette augmentation de rayons? Donc on pourrait se poser la question comme ça. Mais l'autre chose qui est importante, c'est de regarder le chiffre qui est ici et le chiffre qui est ici. On peut comparer des évolutions au niveau de la matière que si la quantité de matière que l'on regarde reste identique. Or ici, si vous me dites, moi je regarde un cube centré qui contient 2 motifs, vous ne pouvez pas le comparer à ce cube à face centrée qui contient lui 4 motifs. Vous n'êtes pas à quantité de matière identique. Donc si je veux prouver que j'ai un volume qui se contracte ou se dilate, je suis obligé de travailler avec des volumes à quantité de matière identique. Donc soit vous prenez un volume contenant 2 motifs, donc ici ça veut dire que vous allez devoir prendre un demi-volume de ce cubique à face centrée pour avoir 2 motifs, ou alors vous prenez un volume de cubique à face centrée contenant 4 motifs avec 2 volumes de cubique centré. Donc c'est la solution qu'on va prendre nous ici, que je vais vous proposer en tout cas, c'est qu'on va partir donc sur 2 volumes de cubes centrés qui contiennent bien 4 motifs au total, et je vais comparer ces 2 volumes à un seul et unique volume de cubique à face centrée qui contient bien 4 motifs. La question qu'on va donc se poser, c'est est-ce que ces 2 volumes seront supérieurs ou inférieurs à ce volume? Naturellement, si c'est supérieur, vous allez avoir une contraction locale, et si c'est inférieur, vous aurez bien une dilatation. Passons maintenant à l'application numérique. Donc on va calculer les 2 volumes de fer alpha, donc on va utiliser bien sûr le rayon qui nous est donné ici, et on va obtenir une valeur de 0,04904 nanomètres cubes. Et si on regarde le volume que l'on obtiendrait pour le fer de type gamma, avec le rayon qui est ici, on obtiendrait au niveau de ce calcul 0,04869. Donc on voit ici, on joue sur les 3 derniers chiffres. Naturellement, ces 3 derniers chiffres sont supérieurs à ces 3 derniers. On a bien une contraction. Donc ici, lors du passage à 912 degrés, quand vous passez d'un cubique centré à un cubique à face centrée, vous avez une contraction locale. Donc on a un effet ici de la compacité, notamment lors de du changement de structure. Allez, passons à l'exercice suivant, donc au numéro 5. Et qu'est-ce que l'on vous dit? On se place dans le modèle des sphères dures, et dans ce modèle, on vous dit que le rayon de l'atome du cuivre, que l'on note Cu, est de 0,1278 nanomètres, que la masse de ce cuivre, la masse molaire, vaut 63,55 g par mol, et on vous demande de déduire la masse volumique du cuivre qui est dans sa structure cristalline de type cubique à face centrée. Et on vous demande de comparer ce résultat à la masse volumique réelle de ce cuivre, et on vous demande donc de conclure. Allez, je vous laisse le relire, et c'est à vous. Regardons en premier la masse volumique du cuivre, donc ça vaut 8960 kg au mètre cube. Je vous rappelle que le cuivre est un polycristallin, donc il contient plusieurs cristaux. Et vous vous rappelez, on a dit que le cuivre, dans sa structure cristalline, était cubique à face centrée. Donc je vais dire, en première approximation, que le cuivre, je le ramène à son état cristallin, cubique à face centrée. Et vous rappelez, quand on regarde la structure cristalline, on peut utiliser la maille de référence de cette structure pour expliquer ou du moins faire les calculs représentatifs de cette structure complète. Donc, je vais dire en première approximation que la masse volumique de la maille de cuivre sera une bonne approximation de la masse volumique du cuivre réel. Donc, je vous rappelle que le cuivre est en structure cubique à face centrée, donc on va reprendre ici bien sûr la maille élémentaire dont on a parlé préalablement, et je vous redonne ici naturellement l'ensemble des paramètres nécessaires à la définition de cette structure cubique à face centrée, donc A en fonction de R, le nombre de motifs vaut 4, et la compacité vaut 74%. Donc ça juste un petit rappel pour pouvoir faire les calculs suivants. Donc, si je veux calculer la masse volumique de cette maille, il me faut la masse de la maille et le volume de la maille. Voilà, c'est assez simple. La masse de la maille vaut quoi? Le nombre de motifs contenus dans cette maille fois la masse des motifs dont je suis en train de parler. Le motif ici est unique parce que c'est du cuivre. Je sais que j'ai 4 motifs à cœur d'une structure cubique à face centrée, donc dans sa maille. Il me faut donc calculer la masse de ce motif, qui sera la masse, bien sûr, de l'atome de cuivre.
Pour le calcul de A au cube, on va utiliser la relation entre A et R directement, comme on l'a fait préalablement. Donc on obtient que ρ vaut 4 fois la masse de l'atome de cuivre, donc on va utiliser la masse molaire atomique divisée par le nombre d'Avogadro, divisé bien sûr par 4R sur racine de 2, le lien entre A et R ici, le tout au cube. Donc passons à l'application numérique, on va remplacer bien sûr les valeurs de la masse molaire ici, la valeur du rayon qui nous était donnée ici, et on va obtenir une masse volumique de 8,937 10-21 g nanomètre cube, soit 8937 kg par mètre cube. Et on est très très proche de la valeur que l'on a obtenue préalablement. Ça veut donc dire quoi? Pour obtenir en bonne approximation la masse volumique d'un métal pur, on peut utiliser la maille représentative de la structure cristalline de ce métal. Donc c'est une très bonne approximation. Attaquons maintenant le dernier exercice. Alors on vous dit quoi? On vous dit qu'à l'aide de la partie du cours concernant les sites d'insertion, donc là je vous demande d'aller voir la vidéo sur le chapitre 2, dans la partie architecture atomique, et aller voir directement la partie site d'insertion, donc c'est les espaces vides qui existent au sein de vos cristaux. On vous pose donc la question, quel est le rayon de l'atome le plus gros qui pourrait être introduit dans le fer cubique à face centrée, donc le fer gamma dont on a parlé tout à l'heure à haute température, en insertion, c'est-à-dire quel est le plus gros atome que vous pouvez insérer dans le fer de type gamma au-dessus de 912 degrés. Et on précise que le rayon du fer à 1000 degrés, donc là on va se positionner autour de 1000 degrés, est de l'ordre de 0,129 nanomètres. Je vous laisse relire le texte et appuyer sur le bouton pause de votre vidéo. Alors un petit rappel des sites d'insertion que l'on peut trouver dans un cubique à face centrée, donc je vais en présenter deux ici. Il y a ce qu'on appelle les sites d'insertion octaédriques et les sites d'insertion de type tétraédrique. Alors nous, le site d'insertion qui va nous intéresser, je vous rappelle, allez voir le cours à ce niveau-là pour plus d'informations, c'est les sites où on aura la possibilité d'insérer un atome le plus gros possible. Alors dans le cadre d'un tétraédrique, le volume qui est ici est plus petit que dans le cadre d'un octaédrique, donc on va s'intéresser à des sites de type octaédrique. Donc on le voit ici, par exemple, je peux mettre un atome au niveau du milieu de l'arête qui est ici, entre deux atomes situés au sommet. Allez, on va focaliser notre attention sur l'arête qui est ici, on va la dessiner. On a un atome au sommet du motif principal, là également, et on va positionner ici un atome en insertion. Donc j'ai le rayon de mon motif principal, et ici je vais avoir la possibilité d'insérer un atome, et je le vois, je vais avoir 2 fois le rayon qui va se mettre ici entre les deux motifs situés au sommet. Donc je sais que le lien entre le paramètre de la maille et le motif principal vaut 4R sur racine de 2, donc ça c'est si on n'avait pas bien sûr d'atome ici, ou alors si l'atome prenait parfaitement la place vide qui reste ici. Et je peux dire donc également que A qui est ici, donc le paramètre de ma maille qui est ici, le côté, vaut bien R plus 2R plus R. Donc dans le cas où j'ai un atome qui rentre parfaitement dans l'espace vide qui est ici, j'ai bien un lien entre A, le rayon du motif, donc ça c'est assez classique, et A est le rayon du motif plus le rayon de l'atome que je voudrais insérer ici dans l'espace vide. Donc maintenant je peux exprimer petit r, donc le rayon de l'atome que je veux insérer, en fonction de grand R, donc le rayon de l'atome du motif principal. Donc il suffit de passer maintenant à l'application numérique, sachant qu'on vous donne le rayon qui est ici, et vous allez obtenir un rayon qui vaut 0,053 nanomètres, donc 53 picomètres. Et bien si vous regardez les différents atomes qui existent dans la table périodique de Mendeleïev, vous n'allez pas trouver beaucoup d'atomes qui puissent rentrer comme ça entre deux atomes de fer. Si je prends la taille par exemple du rayon de l'atome de carbone, la plupart des atomes, donc les plus petits, seront au-dessus de 70 picomètres, c'est typiquement le cas du carbone par exemple, on voit qu'on est au-dessus de ces 53 picots. Ça veut donc dire quoi? Que si vous voulez insérer du carbone dans une maille de fer, le carbone, en fin de compte, vu qu'il est plus gros, il va pousser les atomes de fer, on va donc distordre le réseau. Ça veut donc dire quoi? Quand vous allez faire un alliage de fer et de carbone, vous allez créer ce qu'on appelle un acier. La présence de ce carbone va déformer le réseau du fer. Le réseau du fer n'aura donc plus la même structure que la structure initiale.
on aura donc une distorsion de ce réseau, et cette distorsion va engendrer un durcissement, donc le matériau va devenir beaucoup plus résistant et moins déformable que s'il était à l'état pur. Ce qui explique que vos aciers auront des propriétés mécaniques plus élevées en résistance et moins bonnes en ductilité, donc en déformation plastique, que le fer pur, à cause du fait que cet atome de carbone est trop gros par rapport à l'espace vide qui est positionné ici, donc il va pousser ici les atomes de fer sur les côtés, donc distordre le réseau. Ce TD est donc terminé, je vous invite maintenant à passer au TD suivant ou à retourner sur le menu de la chaîne de la science des matériaux pour le GMP pour aller à la playlist qui vous intéresse, les cours, quiz ou tout autre. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.